On connaît la fibre et les combats sociaux de Banksy, très engagé contre le capitalisme et ses excès. Le street artiste met aux enchères une de ses œuvres, vous la voyez derrière moi, elle s'appelle Game Changer. Le fruit de la vente sera reversé au service de santé publique britannique durement éprouvé par la pandémie de Covid-19. Banksy espère en récolter plusieurs millions de livres sterling. Et merci Jérémy Bracon d'être avec nous. Vous êtes plasticien vous-même, cette initiative-là de Banksy que vous venez de voir, est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que l'art doit être engagé ou au moins, du moins, tenir un discours? J'ai envie de dire que non. Non. Non, c'est possible, mais tout doit être possible en fait. Et ça doit pas être. Si on tombe dans un syndrome de l'art seulement engagé, alors on se limite. Moi j'aime tout autant, je sais pas, parlons d'une autre époque, mais les artistes chinois taoïstes de jadis qui travaillaient pour eux, rien que pour eux, dans leur petite cabane en montagne, ça me parle autant. Est-ce que vous pourriez vendre justement vos travaux d'imagerie médicale? Ça pourrait être assez indiqué là pour aider le service public français de santé, non? Vous y avez pensé? Ah, ça leur payerait pas grand-chose, hein. Je suis pas pour ce qui. Ce serait pour la beauté du geste en tout cas. Pour la beauté du geste, ouais. Jérémy Bracon, on vous reçoit aujourd'hui pour votre premier roman. Vous êtes plasticien, donc, mais vous êtes aussi maintenant auteur avec ce livre, ce roman Danse avec la foudre, publié chez l'Iconoclaste. L'histoire s'installe en Lorraine, une région française mise à mal par la désindustrialisation. Et vous y peignez une histoire d'amour forte, je le disais tout à l'heure en titre, passionnelle, même destructrice, entre Figuette et Moira, prenant en toile de fond justement ce paysage lorrain dévasté économiquement, mais où s'illustre aussi une solidarité et une amitié ouvrière très forte. C'est ça que vous vouliez faire, clairement. Non? Oui, je voulais raconter en fait ce monde ouvrier autrement. Voilà, on le dépeint un peu trop souvent comme un monde triste, gris et assez désœuvré. Mais voilà, c'est pas ce que j'ai connu moi. Voilà, oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Villerupt, si je le prononce bien. Villerue, pardon, donc. C'est donc une ville en Lorraine, une cité ouvrière. On appelle d'ailleurs, je crois, cette cité ouvrière la petite Italie, parce qu'il y a beaucoup de migrants italiens qui sont venus. Et c'est de là que vous venez vous-même. Oui, j'y ai grandi, j'ai vécu très longtemps, j'ai encore ma famille. Et comme je le disais, voilà, c'est pas l'ambiance que j'ai connue. Moi, c'était pas Germinal. Non, c'était pas Germinal, et on le sent tout de suite dans votre livre. C'est surtout pas la sinistrose. C'est drôle. C'est passionné, c'est aussi un livre qu'on ne lâche pas dès les premières pages, parce que vous avez un style incisif, vif, vivant, c'est très parlé. Ça aussi, on sent que vous aviez envie de mettre cette énergie, peut-être que vous avez aussi en tant que plasticien, quand on voit vos œuvres ou autres, dans ce roman. C'est pas faux, je vois ce que vous voulez dire. En fait, je voulais de l'efficacité, je voulais que ça soit nerveux, avec d'où ces chapitres courts, qui sont comme des petites œuvres en elles-mêmes. Les chapitres que je préfère, c'est ceux qui sont presque comme des micro-nouvelles. Mais on sent que voilà, il y a presque une œuvre d'art que vous construisez à chaque chapitre, en fait. Et on sent votre travail de plasticien derrière, d'artiste. Tout parle comme pour un tableau ou une sculpture, tout parle d'une idée, une sensation, quelque chose que je veux exprimer dans un chapitre. Alors vous le disiez, c'est pas Germinal, il y a des personnages hauts en couleur dans votre livre, et puis surtout des personnages qui ne se laissent pas abattre, pas assigner non plus un rôle social que l'on pourrait attendre d'eux. Il y a là aussi le personnage de Moira, qui est un personnage fantasque, une femme qui rêve d'ailleurs, qui est aussi dans une vie presque de transe, qui recherche aussi un absolu, non? Elle cherche un absolu, elle a besoin de rêver, mais Moira, c'est surtout finalement à un autre degré de lecture, elle est tout ce qui disparaît autour d'elle. Elle symbolise ça, c'est l'abandon quelque part des pouvoirs publics pour cette région. C'est ça, oui. C'est ça que j'ai voulu faire passer, ouais. Et justement, très clairement, il y a aussi dans le fil du roman l'industrie qui disparaît, l'entreprise qui va sans doute fermer encore une fois, et vos personnages, ils vont se battre. Ils vont se battre, mais pas comme on les attend. Parce que justement, ils se savent attendus, ils savent bien que les grèves, les manifs, tout ce qu'on connaît, ça n'aboutit plus souvent parce que justement, les patrons maintenant savent y faire et savent comment nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ils vont inventer une nouvelle façon, plus proche, peut-être
voilà, de manière plus illégale, mais voilà. Il y a beaucoup d'exemples, justement, de choses illégales, mais en même temps très flamboyantes, qui des sont histoires vraies. Et des histoires vraies qui sont décrites dans le livre, notamment l'histoire d'une coupe de Johnny Hallyday. Oui, de Johnny Hallyday notamment, ou de cette coupe aussi de football. La Coupe de France, Coupe de France, qui avait été raptée. C'est ça. Les ouvriers en lutte dans les années, c'était début des années 80, je crois, avaient volé la Coupe de France et l'avaient rapportée sur le marché local pour attirer l'attention des médias. Et de la même manière, ils avaient kidnappé Johnny Hallyday. Alors c'est un grand mot, c'est les médias qui avaient titré ça, comme on peut s'y attendre, mais ils l'avaient invité sans trop lui demander s'il était d'accord. D'accord. Mais voilà, ça avait fait beaucoup parler. C'est un roman social, clairement, avec des ouvriers donc engagés. Un roman de gauche aussi, l'humanité est là. Et on sent que vous vouliez vraiment rendre hommage à cette communauté. Je me trompe? Bien sûr. Je voulais rendre hommage au fait au monde que j'ai connu quand j'étais enfant et plus jeune, où c'était des gens qui se battaient, mais avec le moral. Et c'était plutôt assez festif. C'était des balles, des kermesses à tout bout de champ. Et voilà, c'est ça que je voulais rendre. Je voulais pas les mépriser comme on peut le voir trop souvent. Il y a votre regard esthétique. Votre livre commence aussi avec cette fameuse église, justement, assez improbable, incroyable, construite aussi par les ouvriers, on la voit ici, et qui a été mise en vente, en fait. Elle avait été achetée par la fille de Jean-Louis Scherrer, le créateur de mode, pour en faire un objet, un lieu de vente d'objets mortuaires, si j'ai bien compris. Un studio de musique funéraire et une ligne de vêtements pour enterrement. Et oui, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les histoires les plus folles du roman ne sont pas inventées, comme celle qu'on a citée avant, comme cette église qui est donc remise en vente aujourd'hui, qui après avoir été, là on ne voit pas bien, mais sa particularité, c'est qu'elle est entièrement construite en fer, avec le fer local. Donc elle rouille, et elle avait une première fois failli disparaître, et on l'a sauvée juste avant qu'elle soit revendue. Et vous mettez à l'honneur, dès les premières lignes de votre roman, justement, cette église incroyable, très belle, et construite par ces ouvriers. C'est ça, voilà. par les mineurs. Merci Jérémy Bracon d'avoir été avec nous. Danse avec la foudre est donc publié aux éditions de l'Iconoclaste. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.